Yo les machines, avant de lancer la vidéo, je voulais vous donner un peu de contexte. Alors en juillet, j'ai fait une petite tournée de podcast, d'abord à Lyon, puis ensuite à Saint-Étienne, et j'en ai profité pour faire la visite d'un laboratoire qui est incroyable. Ça s'appelle le laboratoire de la biologie et de la motricité. Il est à Saint-Étienne, à l'université Jean Monnet, et franchement, j'ai pris une claque. Alors en France, il n'y a pas beaucoup de labos qui peuvent concurrencer ce labo tellement il est énorme. Il y a un matos de dingue, je pense que c'est des centaines de milliers, voire des millions d'investis dans ce labo, et il y a notamment deux chercheurs que je voulais absolument rencontrer parce que j'avais trop entendu parler d'eux, Jean-Benoît Morin et Guillaume Millet. Alors, les deux, ce sont deux pointures qui sont reconnues, j'ai envie de dire mondialement, c'est pas juste en France. JB, il est plutôt spécialisé en biomécanique, on va dire, et Guillaume, il est plutôt axé physio, enfin les deux sont axés physio, mais on va dire qu'il est encore plus axé physio sur la fatigue notamment. Enfin, honnêtement, les deux, ils maîtrisent tellement de sujets qu'on peut pas les cantonner à ces deux domaines, mais voilà, c'est ça leur domaine de recherche. Et j'ai enregistré un podcast avec chacun d'eux, qui sortiront, on va dire, entre fin septembre et début octobre, et j'ai tourné aussi deux vidéos sur le terrain, parce que ces chercheurs-là, c'est pas du blabla en fait, c'est vraiment des gens qui font de la recherche appliquée, ils sont sur le terrain, ils ont des compétences très concrètes comme vous allez voir dans la vidéo. Et aujourd'hui c'est la vidéo avec JB. Alors pour faire simple, JB c'est l'un des meilleurs spécialistes français sur la biomécanique du coureur. Je crois qu'il a formé 10 docteurs et présentement il accompagne 5 doctorants. Il a publié des centaines d'articles scientifiques, il a coécrit le livre Biomechanics of Training and Testing. Il est aussi à l'origine des fameux tests de profil force-vitesse dont on va surtout parler dans le podcast. Il a collaboré avec des athlètes comme Pierre-Ambroise Boss, Christophe Lemaître ou le marcheur Aurélien Quignon. D'ailleurs, le marcheur Aurélien Quignon, c'est l'athlète qui est entraîné par Anaël Aubry. Bref, JB, c'est une vraie référence dans le domaine. D'ailleurs, pour l'anecdote, en visitant son bureau, il m'a montré l'une des premières chaussures Hoka qui est sortie. Donc, Hoka, c'est mon sponsor, comme vous le savez. Matez la taille de la chaussure, c'est vraiment une pièce rare. Alors, en ce moment, le sujet qui excite JB, c'est vraiment le pied et plus largement, en fait, la transmission de la force au sol à travers toute la chaîne qu'on connaît, hein, le pied, la cheville, le genou, la hanche, etc. Donc, je lui ai demandé s'il pouvait me faire une évaluation en live, en passant différents tests pour diagnostiquer un petit peu mes qualités de mobilité, de force, un petit peu voir son avis, est-ce que j'ai assez d'équilibre, de proprioception, histoire de voir où j'en suis et surtout si je peux m'améliorer dans ce domaine et si ultimement ça peut me faire progresser sur marathon. Donc JB il va montrer pas mal d'exos qui sont assez simples, que vous pouvez tout à fait répliquer chez vous, il n'y a pas besoin de matos compliqué, vous allez voir, et je vous spoil, j'ai de gros axes de progrès dans ce domaine, je suis vraiment pas très fort sur plein d'aspects. À cause de JB, j'ai aussi acheté cet étrange objet que je viens de recevoir à l'instant. Je vous spoil pas trop, vous allez voir dans la vidéo, ça coûte quand même 500 balles, donc j'espère que je vais l'utiliser, que je vais pas faire comme avec mon rack à squat qui est bien rangé sur ma terrasse mais qui commence à rouiller un petit peu. Donc on fait la démonstration de cet objet dans la vidéo, on va dire que je le sers de cobaye, voilà, le décor est planté, bonne vidéo à tous. Hello les machines, aujourd'hui on est à Saint-Étienne dans un des plus gros labos de sciences du sport de France. Donc on a fait toute la visite juste avant et je suis avec Jean-Benoît Morin. Merci JB de me recevoir à Saint-Étienne. Franchement, les installations elles sont juste incroyables, c'est très impressionnant. Aujourd'hui je pense que je vais être malmené parce que comme vous voyez on est dans un espace plus musculation, renforcement musculaire. Et JB, tu peux expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors ça va bien se passer, hein, je te rassure. Bienvenue à Saint-Étienne. On va évaluer ta qualité de transmission de la force. Okay. Donc pas ta force maximale, pas ta force en courant, mais la qualité avec laquelle tu transmets la force au sol quand tu cours. Okay. Donc ça va partir du pied et de la cheville et ça va remonter jusqu'à la gestion de ton tronc et de ton bassin. Et on va voir aussi des situations pour l'améliorer. Ok, super. Donc aujourd'hui, on va voir si je suis stable un peu ce genre de truc et si la force se retransmet. Ce qui est important finalement pour avoir un bon coup énergétique, c'est ça? Entre autres, ouais. Entre autres, fait que pour le marathon et pour à peu près toutes les distances. Ça va durer un petit moment, on va un peu toucher à tout, j'ai l'impression, puis c'est parti. Donc c'est parti, on va faire une petite situation d'évaluation d'abord. Le principe de base de tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser le moins de matériel possible. On est dans un labo, comme tu l'as dit, où on peut mesurer toutes les choses avec plein de technologies, mais 99% des gens n'auront pas accès à ça. Or, on peut faire du très bon travail avec très peu de matériel. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que toute la séance va être pieds nus ou en chaussettes. Pour une raison toute simple, c'est que tout ce que vos chaussures fournissent en termes de stabilisation, etc., elles le volent à votre système, elles le volent à vos pieds. Donc, c'est gratuit, c'est pas cher, on fait tout pieds nus et comme ça, on le fait en passant. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est que avant même de s'échauffer, on va évaluer par des petites situations la qualité de ton contrôle du bassin. Donc, tu vas d'abord te mettre par terre. La première situation qu'on va faire, c'est une situation où tu vas te mettre dans la position qu'on appelle de glute bridge en anglais, la position de pont. Et la vraie position de pont, c'est une position où tu as les pieds largeur des hanches. Tu as les omoplates par terre, mais les mains sur le torse. Tu ne t'aides pas avec ni tes coudes ni tes bras. Et tu vas monter ton bassin
pour avoir une ligne droite entre les épaules, le bassin et les genoux. Ok? Ça, c'est la vraie position de glute bridge. Et évidemment, tu travailles là avec tes fessiers et tes ischios. Ramène un peu tes pieds l'un vers l'autre pour être vraiment aligné avec le bassin. Parfait. Donc là, ce que tu vas juste faire, c'est soulever un de tes pieds de seulement 5 cm. Pas beaucoup. Voilà. Tu soulèves un de tes pieds. Non, beaucoup trop. Remets. Soulève de très peu. Vas-y. Et évidemment, tu as compris, tu stabilises ton bassin. Parfait. Tu poses. Tu fais pareil avec l'autre. Pas trop. Et tu essayes de stabiliser ton bassin. Rebaisse tout, pose-toi par terre. La qualité du pont, nickel. Donc là, il faut être très vigilant parce que si tu écroules ton pont, c'est plus facile à stabiliser. Donc il faut contracter tes fessiers pour avoir un beau pont. Si tu lèves trop ton pied et ton genou, et c'est ce que tu as fait au début, tu vas ramener de la masse vers le centre du corps et c'est plus facile à stabiliser. C'est plus facile. Donc, pour te laisser vraiment dans une situation instable, je vais te demander d'être très rigoureux là-dessus. On le refait et après je t'explique ce que je regarde. Soulève, très peu, et reste stable. Parfait. Pose, soulève très peu et reste stable. Ok, tu peux repasser debout. Plus dur sur le deuxième côté. Ouais, donc là, moi, j'observe deux choses. La première, c'est que je te laisse une deuxième chance, entre guillemets. Alors, bien sûr, quand tu connais le test, après, bah, tu sais le faire. Mais la première situation avec un athlète, un patient, c'est de dire, je demande, je réexplique bien, je redemande et on voit ce qui se passe. Et j'observe deux choses. Je vais te le faire ici. La première chose que j'observe, c'est ce qui s'est passé avant que tu soulèves. Parce que si ton corps, il commence avant même de soulever à trembler, à préparer quelque chose, c'est que ton système sait qu'il va y avoir de l'instabilité à gérer. D'accord? Et la deuxième chose, évidemment, que je regarde, c'est quand tu as soulevé, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements, de variations? Je ne mesure rien. C'est ce qu'on appelle un test clinique, c'est oui, non. Ou c'est oui, un peu, non. Et donc, pour toi, là, je vois que globalement, il y a de l'oscillation. Elle n'est pas marquée, mais il y a même une oscillation qui allait jusque le déséquilibre. Donc ça veut dire que sur ce test-là, et c'est un test clinique qui est fait dans les études, c'est le test de contrôle du bassin sans la posture debout. Alors tu vas me dire, c'est pas de la course à pied, et je vais te répondre, bah, exactement. Ça me permet déjà de voir la stabilisation de ton bassin que tu as quand tu as quasiment aucune aide en termes d'équilibration. Donc maintenant qu'on est debout, on va passer à des situations qui vont se rapprocher de la course à pied. Donc la course à pied, on est bien d'accord, c'est alterner d'un pied sur l'autre avec 2 à 3 fois le poids de corps lors de l'appui, etc. Donc on va commencer par une situation super simple. Tu vas te mettre les mains sur les hanches. Ça va être une référence, les mains sur les hanches, parce que ça me permet de voir comment tu t'équilibres sans que les bras entrent en jeu. Alors tu vas me dire aussi, je cours pas comme ça. Je vais te répondre, oui, mais justement, je veux voir comment tu es stable sans ça. Donc là, tu vas simplement te mettre dans la position de référence ici, d'accord? C'est-à-dire complètement droit, cuisse à l'horizontale, voilà, et le regard devant. Et tu maintiens cette posture une dizaine de secondes, parce que la stabilité, ça demande du temps. Si tu es instable, et qu'à chaque fois que tu es instable, tu changes, je vois pas ton instabilité. Donc j'attends. Change. Je fais toujours le pied fort en premier. Vas-y, ouais, toujours, c'est normal. Voilà. Voilà, tu vois. Donc, allez, tu regardes cette posture. Tant que je suis pas certain que tu n'es pas stable, j'attends. Et c'est pas un problème, c'est juste que si je veux voir si tu es stable, il faut que j'attende la fin de ça. Change. Donc là, à l'observation, on voit bien où se passent les choses. Change à nouveau. Parfait, donc ça c'est un peu l'étape numéro 2. Maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre cette barre de musculation, et le coureur à pied doit être copain avec une barre de musculation, t'es copain avec elle, tu vas la mettre sur tes épaules. Donc cette barre elle fait 20 kg. Ça correspond à un peu moins d'un tiers de ton poids de corps. Je pense que n'importe quel coureur à pied, coureuse à pied, doit être capable de mobiliser une barre de 20 kg, un tiers de son poids de corps. Parce que, rappelle-toi, quand tu cours, ton corps subit 3 fois le poids de corps, pas un tiers. Donc, cette barre-là, tu vas la laisser sur tes épaules, tranquillement, et tu vas refaire le même exercice. C'est-à-dire que tu vas essayer de venir te positionner ici stable, maintenir cette position et changer. Vas-y. Continue. Voilà. Super, change. Bon, j'attends d'être sûr. Une deuxième fois. Ok, change. Voilà. Moi, j'attends ça. J'attends pas que tu échoues pour te dire que tu as échoué. J'attends de voir et de constater que cette situation d'équilibre, tu n'arrives pas à la maintenir. Ça a pris quasiment 10 secondes. Si j'attends pas ça, je vais le rater parce que tu vas faire un changement qui va annuler complètement mon test. Donc, on pose la barre. Alors, il n'y a pas de bien, pas bien. J'essaie juste de voir ton niveau de stabilité. Pourquoi on a pris la barre? Je vais le simuler avec celle-là. La barre,
déjà, elle bloque tes mains là-haut. Donc, t'es vraiment ton tronc et ton bassin livrés à eux-mêmes. Et cette barre-là, elle va augmenter l'instabilité de ton tronc. C'est-à-dire que si tu as le moindre angle d'instabilité du tronc, dans le plan frontal, dans ce plan-là, la barre, elle va exagérer la conséquence. C'est pour ça d'ailleurs que tu es pas tombé tout à l'heure sur ton côté vers ta gauche et que tu es tombé avec la barre. C'est parce que la même angulation avec la barre, elle a été catastrophique. Donc ça me permet d'augmenter le niveau de difficulté. Maintenant, on va augmenter le niveau de difficulté aussi dans cette direction-là. Donc là, tu vas prendre la barre à bout de bras. La position, c'est la position overhead. Donc, il faut que tu sois confortable avec. Voilà, tu es confortable là, tu te sens fort, bien posé. Donc, bras bien tendus. Donc là, tu vas faire la même chose, c'est-à-dire prends cette position-là. Et quand tu te sens bien, tu vas avancer d'un pas et venir te remettre en position. Vas-y. Tu avances d'un pas et tu viens restabiliser avec un énorme travail de fessiers et d'abdos, hein, on est bien d'accord. Et tu restabilises ça. Parfait. Quand tu te sens bien, tu enchaînes le deuxième pas. Super, tu peux poser la barre. Donc là, l'idée, elle est super simple. C'est que cette barre, en plus de supprimer l'action des bras, définitivement, eh ben, elle vient en fait exagérer ta taille et les bras de levier associés. Ça veut dire que le moindre déséquilibre va être magnifié par la barre. Okay. Donc ça me permet de voir parfois certains athlètes qui sont assez stables dans la situation 1, assez stables dans la situation 2, et là, dès qu'on met de la charge, on voit de l'instabilité. Donc encore une fois, j'ai rien de quantitatif, c'est du oui, non, peut-être. Okay. Dans mon échelle et dans mon aperçu de ton cas là pour l'instant, ben, on est sur du peut-être, parce qu'on voit qu'il y a énormément de travail, mais il n'y a pas d'échec, hormis l'aptitude de tout à l'heure. Maintenant, quel est le gros problème de ces situations-là par rapport à la course à pied? C'est que tu as tout le temps dans ces situations-là au moins un appui par terre. Alors qu'en course à pied, tu as des phases sans appui par terre. Donc là, on va venir faire deux situations nouvelles qui vont nous rapprocher de la course. La première, elle est super simple. Tu refais celle de tout à l'heure, sauf que au lieu de prendre le temps de changer, tu vas faire en anglais ce qu'on appelle un switch, c'est-à-dire tu vas faire un changement de jambe très rapide. Donc tu vas venir avec beaucoup de puissance, emmener cette jambe-là par terre et celle-là va monter. Attention, c'est pas un saut avec celle-là, c'est pas ça. Et celle-là, elle arrive passivement par terre. Celle-là, elle est active et l'autre monte en conséquence. Et tu te stabilises après. T'es prêt? Go! Parfait, tu as compris l'exercice. Donc, l'exercice de stabilisation commence quand ton pied touche le sol. Et là, on va introduire un truc dont on va parler toute la matinée. C'est qu'en course à pied, ton temps de contact au sol, c'est combien, grosso modo? 200 millisecondes. Voilà. Donc en fait, ta fenêtre d'action, c'est 200 millisecondes, c'est-à-dire ça. Ça, c'est 200 millisecondes. Okay. Mais c'est pas 200 millisecondes. Parce que 200 millisecondes, c'est du moment où tu touches au moment où tu pars du sol. Ouais. Ta vraie fenêtre d'action pour être stable, en vrai, c'est 50, 100 millisecondes. Okay. C'est ça. Et donc, si ton système n'est pas capable de se stabiliser, il va tomber. Ouais, là, je tombais, là. Bien sûr. On y va? Allez, concentré. Go. Boum. Et là, tu stabilises ça. OK. En fait, une fois que c'est quasiment rattrapable. Donc là, ce que tu peux faire, c'est éventuellement préparer et anticiper ça en contractant, en te disant d'avance, je vais tomber là-bas. Donc voilà, tu essayes de t'adapter. On refait? Go. Je me suis trop adapté. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu as suranticipé. Donc, l'idée, c'est de dire, et laisse ton corps faire et vois ce qui se passe. Go. Allez, force, 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 force. Rattrape, rattrape, rattrape. Excellent. Go. Non, pas les bras. C'était tentant d'utiliser les bras. On y va. Boum. Ouais, super. Tu respectes bien la consigne de puissance, donc c'est parfait. Boum. Allez, stabilise-moi ça jusqu'au bout. J'attends, 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 j'attends. Voilà, c'est parfait. J'ai lâché mon attention, je me suis fait trop confiance. Exactement. Si j'attends pas, je ne vois pas qu'en vrai, tu es instable. Je pensais être stable, c'est ça qui est drôle. Mais bien sûr. Mais c'est pour ça que le truc, c'est un peu l'époque moderne. On veut que tout aille vite, tout aille, on récupère moins. Non, si je veux voir si tu es vraiment stable, en gros, quelqu'un qui est stable, ça bougera pas pendant, là tu peux partir prendre un café, ça bougera pas. Okay. Mais pour en être sûr, tu sais pourquoi j'ai attendu? Parce que quand tu es parti de ce côté-là, tu as très bien corrigé ça, donc t'es pas parti là-bas, mais tu as rebasculé ton corps de l'autre côté. Moi j'ai attendu le pendule. J'ai attendu le pendule. Et quand tu travailles avec des gens qui sont grands, parfois il faut attendre longtemps, parce que le pendule il met du temps. Okay. Dans cette situation-là, t'es pas stable, puisque in fine, tu n'étais pas stable. Et ce qui se passe avec la plupart des gens quand tu vas trop vite, c'est que les gens ils font quoi? Ils sont pas fous, hein. Si c'est pas toi qui dirige le changement, les gens ils vont envoyer le changement quand, hop là, quand ils sentent qu'ils partaient. Et donc tu les vois stables alors qu'ils le sont pas du tout. Mais j'ai eu l'impression de progresser. C'est marrant, alors que je suis pas très bon dans ce genre d'exercice, mais j'ai l'impression en me concentrant de progresser. J'ai l'impression qu'on peut progresser vite quand même. Le seul souci, c'est que quand tu cours, tu ne te concentres pas à chaque pas sur ta stabilité. Non. Sinon tu vas te cramer mentalement. C'est déjà bien parce que se concentrer, ça fait partie de la progression. Mais l'idée, c'est de s'améliorer, et on va voir des exercices pour que après, quand tu cours,
tu as ce contrôle sans ce... Ça, c'est l'exercice tout simple en plus. Ah, c'est la base. Et tu vois, j'ai du mal, quoi. Ouais. Alors tout à l'heure, on verra si tu tiens debout, mais là, on voit que t'es pas hyper stable. Ouais. Ça vient d'un peu partout. Ça peut venir de la musculature du pied, de la cheville, du bassin. Quand ta main, elle part, c'est pas à cause de ta main, c'est à cause de ton tronc qui part tellement que ta main, elle est obligée de faire ça pour garder de l'équilibre. Et comment je me situe par rapport à la moyenne des coureurs? Ça, c'est toujours la question. Écoute, je connais pas les coureurs en entier, donc je connais pas la moyenne. Ou ceux que tu as testés. Non, sur les gens qui font de la course à pied, on arrive dans cette échelle, on n'est pas à la fin. Mais ça commence déjà à flancher. Certains, comme par hasard, qui ont fait d'autres activités comme de la musculation, des sports co, sont un peu plus solides. En trail notamment, les gens sont un peu plus solides sur ça. C'est classique. C'est classique. C'est pas catastrophique, c'est pas parfait. Les gens parfaits, c'est ceux qui emmènent l'échelle jusqu'au bout sans erreur, et on va voir l'échelle jusqu'au bout. Le deuxième truc, on va le faire avec pas de charge. Tu vas le faire avec ça. C'est de refaire le même exo, mais avec la barre sur les épaules. Alors pourquoi je le fais avec pas de charge? Je respecte un principe simple, c'est que si tu échoues sans charge, j'ai aucun intérêt à te montrer que tu échoues aussi avec charge. Mais pour que tout le monde comprenne, l'idée c'est de le faire avec 20 kg. Alors faites gaffe, quand vous changez de jambe sur 20 kg, solidarisez bien la barre avec vous pour pas qu'elle monte et qu'elle vous tape les cervicales. Refais-le. Donc là l'idée ce sera de refaire la même chose avec 20 kg parce que les fameux 20 kg, ils vont exagérer le truc. Vas-y. Boum. Allez. Ok. Déjà, le simple fait d'avoir remis les mains là-haut par rapport à là, ça perturbe ton équilibre. Go! Ouais. Deuxième fois, go! Ok, t'as compris l'exercice? J'ai remarqué que quand je serrais les abdos, ça se passait vraiment mieux. C'est la base, c'est le corps, c'est les abdos profonds en fait. Donc c'est pas tellement un problème d'avoir de la force ou pas des abdos profonds. C'est un problème de combien tu peux les mobiliser dans cette fameuse petite fenêtre de 50-100 millisecondes. Il y a des gens qui ont des abdos très solides, qui restent des minutes comme ça, qui restent à l'équerre machin, et en 100 millisecondes, il n'y a rien du tout. Donc la dernière phase de l'exercice, elle utilise une masse. Alors tu peux prendre 5 kg pour n'importe qui, parce que entre 50 kg et 100 kg de poids de corps, ça va aller. Et le principe, c'est de faire quelque chose qui va ressembler vraiment à la course à pied. C'est-à-dire que tu vas partir dans cette position-là, et tu vas enchaîner deux phases. La première phase, tout descend, c'est-à-dire tu t'écroules sur ta jambe et tu descends la masse devant ton ventre. Et la deuxième phase, immédiatement, tout remonte. Et là, tu te stabilises. Donc en fait, je le fais à vitesse réelle, ça va faire boum, boum. Et c'est là qu'il faut pas que tu fasses ce que je viens de faire, c'est-à-dire qu'il faut pas que tu flanches. Ok, je te le refais correctement. Boum, boum. Et ça, là, en ce moment, j'ai du mal à parler parce que j'ai fait un travail de rééquilibration et de posture. Pourquoi on met la masse aussi haut? Ce que je cherche, c'est qu'au moment où tu touches le sol, tu sois dans la situation de la course à pied. C'est-à-dire, tu es sur une jambe, ton corps il collapse vers le bas, tu mets de la force et après, tu essayes de te stabiliser. On essaye? Tu te mets bien droit, les bras tendus, voilà. Tu es comme un fil à plomb et tu changes. Alors fais-le doucement au début pour choper la coordination, vas-y. Bam et bam. Et là maintenant tu travailles et tu forces, tu forces, tu forces, tu forces. Excellent. Vas-y. Ok, change de jambe. Boum. Et là, tu stabilises ça. Allez, 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 encore, 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 encore. Attends un peu, parce que tu repars là-bas. On est bien, enchaîne. Boum. Tu sens le travail fessier, abdos. Ouais, fessier. Tu auras du mal à me parler parce que tu es au taquet. Plus c'est dur tôt dans les situations, plus c'est dur après parce que ça va crescendo. Mais là, on est très proche de la course. La seule chose qui manque maintenant, c'est la fatigue. Donc pour la fatigue, tu as deux solutions. Soit tu fais cette petite batterie de test en situation de fatigue, par exemple à la fin de ta grosse séance, avoir couru et tout. Après une course, après une compète. Comment être mieux fatigué qu'après une compète? Avant d'aller boire une bière, tu fais le... Soit tu génères la fatigue par cette situation. Donc moi, le test que je fais, on va pas le faire, mais t'imagines, c'est on fait ce switch là et on le fait 10 fois. Je compte 1, 2 et la fatigue augmente et on voit ce qui se passe et on voit à combien les gens s'arrêtent. Voilà la batterie un peu de test. Super, donc tu as noté, on n'a fait aucune forme d'échauffement. Parce que je veux voir ta situation sans échauffement. Rien ne va être traumatique, rien ne va être très intense, donc on peut ne pas s'échauffer. Ça va me permettre de voir ton système, comment il est quand il est sans échauffement. Là, on va tester un peu ta mobilité et ta force globale avec un exercice que je pense fondamental, le overhead squat, c'est-à-dire le squat avec une charge au-dessus de la tête, qui va me permettre de voir deux choses, ta mobilité, hanche, cheville notamment, et la force déjà de ton tronc. Donc, le overhead squat, tu vas m'en faire un, on n'est pas chaud. Donc tu vas le faire lentement
avec cette barre-là, c'est-à-dire une barre où il n'y a pas de charge. Donc le principe du overhead squat, c'est je respecte la barre au-dessus de la tête, je respecte bras tendus et je respecte les pieds à l'écart des hanches et je descends le plus bas possible. Si je sens que je suis limité, je m'arrête. Le but, c'est pas d'aller mettre les fesses par terre. Le but, c'est de descendre le plus bas possible correctement. C'est justement ça que je veux voir. Donc regarde bien devant toi, bras bien tendus. Excellent. Tu descends tranquillement, tu vas pas vite parce qu'on n'est pas chaud. Et quand tu sens que tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Pas mal, tu es quasiment les cuisses à l'horizontale. Remonte. Alors au passage, ça sert un peu d'échauffement pour ce qu'on va faire après. Ouais, j'ai jamais fait ça. Refais. Ok. Super. Donc tu descends à peu près à mi-parcours, on va dire. Moi, ça, c'est un demi-squat? C'est un demi-squat. Tu es un peu plus haut que le demi-squat. Tu verras sur les images que tu es à peu près ici. Okay. D'accord. Un demi-squat, c'est ça. Okay. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que pour moi, tu as fait un faux overhead squat. Parce que la charge était tellement légère qu'elle t'a permis de faire des compensations schématiquement. Sur ton premier, tu as fait ça. Sur ton premier, tu es parti vers l'avant. Et en gros, tu as gardé la consigne de la barre est au-dessus de la tête. Parce qu'en fait, la barre, elle est toujours au-dessus de la tête. Mais tu es parti vers l'avant. Et moi, je veux pas qu'il y ait ces compensations-là. Okay. Donc, tu vas prendre la barre de 20 kg. Tu vas la mettre au-dessus de ta tête en overhead squat. Si jamais les capacités musculaires des bras et des épaules sont limitantes, on prend une barre de 10 kg. Okay. Je suis très radical là-dessus. Pour moi, si tu es un athlète, quel que soit ton sport, adulte, et que tu fais au moins 60 kg, une barre de 20 kg au-dessus de tes épaules, si tu peux pas la tenir, c'est que musculairement, il te manque quelque chose. Mais combien de temps? Le temps de faire le overhead squat. Ouais. Alors attention, hein. Dès que tu sens que tu peux plus, tu prends pas de risque. Tu t'arrêtes. Bien au-dessus de la tête, pas derrière. Voilà, parfait. Vas-y. Tu descends. Et quand tu sens que c'est chaud, voilà, stop, tu t'arrêtes. Le but, c'est de pas se faire mal. C'est de s'arrêter. Ah, je descends plus là. Tu vas en refaire un? Ouais, pour essayer. Doucement. Super. Pourquoi tu t'arrêtes maintenant? Parce qu'en fait, ta fameuse compensation de tout à l'heure, tu peux plus la mettre en place. Parce que la barre, elle est lourde. Et donc, la vérité est dans le vin. Tu connais in vino veritas? C'est-à-dire que quand tu bois du vin, la vérité est dans le vin. Dans le 20 kg. Le 20 kg me permet de voir tout de suite ce qui se passe. Alors pour moi, ce qui se passe, c'est probablement pas un problème de force ici. Il y a des gens qui ont un problème de force de gainage, ça part tout de suite. C'est un problème de limitation, soit de hanche, soit de cheville. Parce que, donne-moi la barre, je vais le faire. Ouais, c'est ça, c'est quoi un bon... Encore une fois, si j'ai une barre légère, je vois rien du tout. Donc là, moi, je vais le faire rapidement. L'idée, c'est simple. Je vais simuler quelqu'un qui a absolument pas de mobilité de la hanche. Donc, t'imagines que ma hanche, elle est verrouillée. Donc, je vais descendre. Si tu regardes mes chevilles, mes genoux, ma hanche, je me force à ne pas fléchir la hanche. Il va se passer quoi? À un moment donné, ma hanche ne peut pas se fléchir. Je pars en arrière. C'est un peu ce que tu as fait. Parce que si ma hanche peut se fléchir un peu plus loin, elle va se fléchir. Tu comprends? Ah oui, c'est ça. Et oui, maintenant, je simule quelqu'un qui aurait des grosses limitations de cheville. C'est-à-dire que mes chevilles, je vais les bloquer à 90 degrés. D'accord? Je ne les plie pas. Regarde ce qui se passe. Si je plie pas mes chevilles, mes genoux, ma hanche, ça va. Mais je plie pas mes chevilles. À un moment donné, je vais me casser la figure. Et donc, il n'y a pas de overhead squat. Donc, le but dans la vie pour moi, c'est de dire écart de hanche. Je suis capable de tout descendre tranquillement et de tout remonter. C'est fou la différence. Là, ça veut dire qu'il y a de la mobilité, il y a suffisamment de force pour pas tenir, mais c'est surtout de la mobilité. C'est ta vraie mobilité brute. Ouais. Je suis sûr que les gens qui vont regarder la vidéo, ils vont se dire, moi c'est sûr que je fais comme JB, tu sais quand on regarde. Alors, fondamental, n'envoyez jamais un overhead squat avec comme but de faire un overhead squat, sinon vous n'êtes pas bon, parce que vous allez vous faire mal. Le but, c'est d'écouter votre corps et de vous arrêter quand, là j'ai un problème. Parce que moi, ça me permet de dire, Maxime aujourd'hui, il descend à peu près à ça, et ça c'est un critère qui va me permettre de voir l'évolution. Quand tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à descendre un overhead squat ou même un squat, et que tu dis à cette personne, t'es limité, écarte tes pieds, c'est pas bon. Parce que écarter les pieds, c'est un artefact qui va certes permettre d'aller plus bas, mais tu contournes le problème. Moi, une personne qui a du mal à descendre bas, je lui dis, arrête-toi là et on va travailler. C'est pour ça d'ailleurs que ton corps a senti ça. Hein. Ton corps, il s'est tout de suite dit, si j'écarte pas les pieds, là, jamais en fait, je descends. même debout, parce que je me sens que ça va être compliqué. Je le sais, je le vois tout de suite. On va le faire debout quand même pour le fun. Tu vas refaire pour reprendre confiance dans ta gestuelle. Tu vas t'équilibrer avec tes mains et tu vas juste faire ça. C'est-à-dire, tu vas juste venir descendre, t'asseoir où tu peux. Je sais pas si je peux faire ça. Moi, je pense que je vais tomber en arrière. Tu vas essayer et tu t'arrêtes quand tu tombes en arrière. Je le sens en fait que je peux pas. Vas-y. Et je vais faire comme si je pouvais. Parfait. Donc ça me permet de voir quand même que globalement, tu as probablement une petite limitation hanche, mais tu as aussi une grosse limitation cheville. On va se faire un test tout simple. Hein. Tu vas venir en fente avant. Tu vas venir mettre ton poids sur ta cheville et tu vas laisser ton talon au sol. Tu ne décolles pas le talon. Tu mets ton poids sur la cheville et
avec une photo. Il y a le fameux test de la distance au mur. On regarde à peu près de quel angle tu peux bénéficier. On voit que globalement, c'est un peu moins d'angulation. En course à pied, ça va te servir à rien. Okay. Mais il faut toujours se rappeler d'un truc. Chaque limitation de mobilité, un jour ou l'autre, tu te la reprends dans la figure. Et t'es sûr qu'en course, cette mobilité de hanche et ou de cheville, elle peut pas me limiter dans les mouvements bien sûr. Les côtes, ça va être problématique parce que dès que tu es en côte, ta cheville a besoin de mobilité et si tu l'as pas, tu auras un pattern différent, etc., etc. La mobilité de hanche, c'est pareil. Tiens, par exemple, un test tout simple de mobilité de hanche. Est-ce que tu arrives à monter la cuisse plus haut que la verticale en restant droit, sans te pencher en avant? Ok. L'autre. Tu vois, donc c'est d'un point de vue statique sans charge, c'est quand même pas non plus catastrophique. Okay. C'est pour ça que c'est important de parler de mobilité et pas de souplesse, parce que la mobilité, ça implique aussi la force. Okay. Donc ça, c'est le test de overhead squat. Le overhead squat, pour moi, c'est aussi un exo d'entraînement. Alors pour le pied, on va d'abord faire un tout petit échauffement, parce qu'on va aller tester le pied avec un test de fatigue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur cet espace-là, et on va travailler déjà à mobiliser ses orteils. Donc on va faire ce que moi j'appelle le yoga du pied. Tu vas simplement déjà en statique, faire des montées d'orteils, tu vas au maximum de tes capacités, tu forces à fond, tu veux te casser les tendons, sinon c'est pas rigolo. Tu lèves que les orteils. Non, tu décolles pas les métatarses. Les métatarses, c'est le bout des os qui sont ici, tu lèves que les orteils. Ensuite, tu fais l'inverse, tu les grippes par terre, c'est-à-dire tu essayes de raccourcir ton pied. Tu te mets le pied au bord de ligne et tu essayes de le raccourcir le plus possible. Tu peux cramper sous le pied avec ce qu'on va faire, ça serait normal, parce que tu es en train de stimuler une musculature qui dort dans tes chaussures à longueur de journée. Donc, tu lèves, tu enfonces, tu lèves, tu enfonces. Tu fais cette petite gym là et tu mets ta contraction maximale. Tu peux choper des courbatures dans le pied en faisant des conneries comme ça. Je crois que j'ai jamais eu de courbature. Ah. Mais si t'as jamais eu de courbature au Kenya, dans le pied, j'en ai un peu quand je cours dans les chemins. Maintenant, tu vas essayer de rouler de la tranche externe et du petit doigt de pied jusqu'à la tranche interne et le gros doigt de pied. Ça fait du bien sur l'extérieur. Allez. J'ai l'impression d'avoir déjà des courbatures là, au pied. Par contre, tu mets vraiment de la force maximale. Faut que ça tire. Dernier truc, tu vas essayer de soulever que ton gros orteil. Et après, tu essayes de poser par terre que le gros. C'est-à-dire, tu vois comme je suis là? Et là, tu vas te pencher légèrement en avant. Penche-toi en avant. Pas trop, faut pas que tu tombes. Tu sens la tension que tu mets dans ton... Donc, tu vas faire ça. Soulever que le gros. Baisser par terre que le gros. Mais le simple fait de se pencher en avant, ça exagère la tension qu'on met sur les muscles. Et là, tu as de la tension dans les muscles des orteils. Tu peux te relaxer un petit coup. Okay. Donc, on va refaire la même petite série en marchant d'avant en arrière. Et tu marches comme ça, les orteils levés à fond, à fond, à fond. Tu te penches en avant. Tout ce qu'on fait là, on va le faire pencher en avant. Et quand tu arrives au bout de la ligne, tu fais la même chose en marche arrière. Ok. Allez, lève, 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 lève. Super, tu sens ça met de l'intention. Hein. Maintenant, tu vas faire la même chose avec ce qu'on appelle le short foot en anglais, le pied court. Donc, tu essaies d'avoir ton pied le plus court possible. Tu es en appui que sur les orteils. Mais mes métatarses ne touchent plus. Et tu essayes avec le pied griffé comme ça un peu de marcher. Tu te penches en avant. Toujours pareil. Et on fait quelques pas. Alors, bien sûr, on a une démarche un peu ridicule, mais on travaille. Marche arrière. Donc, tu poses d'abord les orteils, puis le talon. Tu déroules le pied à l'envers, on va dire. Parfait. Maintenant, pied sur l'extérieur. Donc, on fait notre petit aller-retour. Pied sur l'extérieur. Comme si tu avais des énormes ampoules, tu sais. On revient. Donc ça, c'est une gym que tu peux faire régulièrement, bien sûr. Pied à l'intérieur. Donc là, la règle d'or, c'est tu ne touches que le gros orteil. Tu es en appui sur que le gros orteil. Tu as le droit de fléchir un peu les genoux. Hein, tu vas pas te faire mal. Parfait. Petite parenthèse. Tu fais une planche. Donc déjà, tu la fais bien. C'est-à-dire que tu n'as pas les fesses là-haut et c'est facile. Tu fais une vraie belle planche. Ça ne te coûte rien de la faire sur le gros orteil. C'est-à-dire de faire ça. Quelle est la différence? Mais la différence, c'est que je travaille à fond mes muscles du gros orteil dans la même planche. Si jamais tu supprimes un appui, qu'est-ce qui se passe là? Mais tu vas le sentir tout à l'heure. Mon bassin tend à flancher et donc en plus de la planche, je fais du contrôle du bassin. Donc ce que je veux dire par là, c'est que sur la base d'un exercice classique qui peut être pauvre, tu peux ajouter de la richesse en passant. T'essayes? Petite planche normale. Là, c'est une vraie planche. Phase numéro 1, tu passes sur le gros orteil. Tu comprends le délire? C'est plus du tout pareil. Tu vas essayer de soulever un appui, pas trop, 5 cm. Voilà. Tu vois la différence? Tu reposes, tu soulèves. Voilà. Ça, pour moi, c'est une planche qui est riche parce que en plus des abdominaux de la face, on va dire antérieure, eh ben, tu vas bosser ton contrôle du bassin et tes muscles intrinsèques du pied. Bien.
T'es prêt pour le test? Donc le test du pied. Ce test, il est super simple. C'est pour moi ce que j'appelle un test clinique, c'est-à-dire il n'y a pas d'outil, il n'y a pas d'appareil. Le seul appareil pour bien mesurer la force du pied, il est ici au labo et on est les seuls au monde à l'avoir quasiment, donc on oublie. En revanche, il y a une règle en musculation qui dit que la répétition d'effort est assez bien proportionnelle à la force maximale. Ça veut dire que si toi et moi on fait du développé couché et que on prend 40 kg et qu'on va à l'échec, si j'ai 3 fois plus de répétitions que toi avec 40 kg, c'est probablement que ma force max est plus élevée que la tienne. Donc moi je vais me servir de ça pour faire un test d'endurance autour du pied et de la cheville qui va me dire indirectement la qualité de force. Mais ce test-là va ajouter la qualité de contrôle. Donc le test, il est super simple. Ça se passe les mains sur les hanches, d'accord? Ça se passe sur l'avant du pied. Le talon ne touche pas. J'ai aucune recommandation de hauteur. Je veux juste que le talon ne touche pas. Et ça va consister à rester le plus longtemps comme possible comme ça. C'est un peu Koh-Lanta. Et donc, on va aller se chronométrer. On arrête le chrono, soit quand tes mains quittent ton tronc, c'est-à-dire que tu es en train d'être déséquilibré, soit quand tu poses ton talon, soit quand l'autre jambe vient toucher par terre. On est prêt? 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Tu es ton propre juge, hein. Tu es honnête avec toi-même. Si tu échoues, tu regardes le temps. Ok, 12 secondes. Si tu n'es pas rigoureux avec ça, ça veut dire que tu laisses les gens compenser. Ouais, bien sûr, tu vas faire plus. On y retourne? Le même pied? Ouais, on le fait 2 fois sur chaque pied. 1, c'est parti. Donc là, il faut être concentré. C'est bien. 1 minute 8. Alors super. Donc là, tu marches, tu récupères beaucoup plus vite de ça que d'une série de squats pour tes quadriceps. Sur le moment, ça grille, ça fait mal, mais ça passe. Tu t'es bien débrouillé parce que on va discuter des seuils. De mon point de vue et dans mon expérience, tu peux pas être un athlète qui utilise ses pieds, ses jambes dans ton sport si t'as pas 30 secondes. C'est-à-dire que tu as passé la découverte sur les premiers, tu vaux 1 minute 8, clairement. C'est-à-dire que là, si tu le fais 10 fois pendant une semaine, tu vas me faire ça. Donc, une fois la découverte passée, il faut 30 secondes. Et je vois beaucoup de joueurs de sport co, de basket, de foot qui n'ont pas ces 30 secondes. Alors, pourquoi on échoue? Soit parce qu'on manque purement et simplement de force dans le pied et dans la cheville, soit parce qu'on a de la force, mais on manque d'endurance. C'est-à-dire, en gros, comme tu le dis, quand ça passe 30 secondes, le muscle est mort. C'est un peu ce qui t'est arrivé au bout d'une minute 8, c'est ce que tu as verbalisé. Tu as dit, ça chauffe. Soit on a un problème d'équilibre. Et il y a des gens qui ont des pieds forts, endurants, des chevilles, des mollets forts endurants, et qui n'ont pas d'équilibre. Donc dès que leur tronc part là, c'est la fin du truc. Donc moi j'aime bien ce test-là, parce que c'est pas seulement un test de pied-cheville, c'est un test de toute la posture. Alors maintenant je vous donne mes standards, qui sont vraiment issus de l'expérience. Il n'y a pas de publication scientifique claire là-dessus, même si il y a une publication médicale géniale qui montre qu'il y a une corrélation entre le temps qu'on peut rester debout et la santé, l'autonomie en fin de vie. Bref, c'est comme la force de grippe en fait, c'est des corrélations larges, mais ça veut dire quand même que ça s'est passé aussi dans les fessiers. Tu as dû sentir un peu de tension dans les fessiers. Si vous n'avez pas 30 secondes, votre sport est probablement problématique pour vous. 1 minute, c'est mon seuil de les gens sont bien, c'est-à-dire en gros, et tu l'as, 1 minute 08 sur la jambe gauche. Et pour moi, 2 minutes, c'est très bien. Et au-delà, soit c'est du cirque, c'est comme les planches 20 minutes et ça m'intéresse pas trop. Soit, moi je sais que les 2 minutes, je les ai, mais parfois, je pousse le cirque parce que je veux savoir, il y a un dernier point. Il y a un dernier point, c'est l'aspect mental des choses. Je te donne un exemple que j'utilise tout le temps. Les gens me disent « ouais, mais c'est un argument de merde ». Non. Si jamais là, il y a une valise avec 300 000 euros et que tu fais 20 secondes de plus, tu me fais 20 secondes de plus. Et bien sûr, voilà. Je m'arrête à 1 minute parce que je voulais te laisser une chance. Ça veut bien dire aussi que ce test, il évalue un peu la capacité mentale à aller plus loin que ça brûle. Et ça, c'est important parce qu'il y a plein de sports, en trail, en ultra. Il faut aller chercher quand ça brûle, en fait. Toi, ça brûlait dans le mollet ou ouais. pas trop? Bon, non, moi, je suis un peu sur les fessiers, en fait, dans cet exo-là. Alors, ce que tout le monde attend, c'est le pied droit. On se fait une manche de familiarisation, une manche de mesure. Prêt? Go! « 20 secondes. Allez, concentré. 2, 1, c'est parti.
Il y a combien au chrono là? Ok. En gros, il faut regarder ta sensation et ta volonté en fait. C'est en gros, je m'arrête quand vraiment je suis mort. Tu vois l'idée? Alors c'est cohérent avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant parce que tu es parti beaucoup de fois sur ta gauche quand tu étais en appui sur le pied droit, ce qui était un peu ce qui se passait dans les autres situations. Et donc ce test pour moi, il est vraiment simple. Tu le sors de ta poche, tu le fais où tu veux, quand tu veux. Et ça peut être un check de ton état de forme par rapport à tout ça. Je te donne un exemple. Tu le fais une fois par semaine, dans la même situation. Et tu as régulièrement tu prends tes petites stats, hein, comme tes temps de passage, hein, c'est aussi bête que ça. Tu as régulièrement entre 1 minute et 1 minute 15. Tu t'améliores et tu passes à 1,20, 1,30, ben tu marques ton amélioration. Tu es fatigué ou tu as une pathologie qui est en train de débuter, tu sais, des tendinopathies, des trucs qui sont un peu subconscients mais que ton corps est en train de gérer. Et tu peux plus franchir les 45-50 secondes. Ben, ça te donne un très bon marqueur de ça. C'est à la fois un exercice, c'est à la fois un outil. Ouais, exactement. Parce que tu peux l'utiliser comme un exercice d'entraînement. C'est-à-dire, tu te dis, je me fais 5 répètes comme ça. Je te cache pas que c'est un peu, c'est pas sexy, hein, c'est chiant hein, comme entraînement. Mais à un moment donné, il faut ce qu'il faut. Moi, je l'utilise beaucoup, par exemple, dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que j'attends un avion 1 heure. Ben, je vais m'isoler, parce que le regard des autres, etc. Mais je vais me passer du temps comme ça. À l'aéroport, tu as 1 heure à attendre, tu vires tes chaussures, tu te mets pieds nus comme ça, etc. Enfin voilà. Ça t'arrive de le faire avec une barre ou Non, non, là je me mets vraiment dans la situation du test, parce que c'est suffisant. D'ailleurs, tu l'as vu, hein, c'est suffisant. On va faire maintenant certains exercices spécifiques à travailler avec ça. Donc le deuxième ami que tu dois avoir après la barre, c'est le kettlebell. Et c'est le kettlebell lourd parce que on va prendre celui-là. Il y a kettlebell et kettlebell. On verra qu'en termes de stimulation, tu peux pas avoir une stimulation efficace s'il n'y a pas une charge significative. C'est exactement comme pour la barre tout à l'heure et le manche à balai. Donc ça c'est bien, mais ça fait 4 kilos. C'est proportionnellement, c'est à peu près le poids de tes bras. Donc, quand tu manipules ça, c'est pas grand chose. Donc, on va travailler avec des kettlebells lourds. Alors, bien sûr, ça coûte plus cher, il faut les avoir. Mais une fois que tu les as pour la vie. On va appeler lourd quelque chose qui fait entre 25%, un quart, et un tiers de ta masse corporelle. Donc, si tu fais 66 kilos, tu vas te situer entre 15 et 20 kilos. On a ici 20 et 16, d'accord? Donc, on va travailler avec ces deux-là. Comme tu fais rarement ce type d'exercice, etc., le but pour moi, c'est d'avoir 20 pour toi, mais on va prendre 16, c'est déjà pas mal. Ici, tu vas prendre ton kettle, tu vas te mettre là, et on va commencer à juste s'échauffer. L'avantage du kettlebell, c'est que c'est de la charge, mais c'est de la charge manipulable. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des exercices qui vont s'approcher un peu de la course à pied en manipulant les choses. Et on va pouvoir aller chercher cette fameuse fenêtre de 50-100 millisecondes. Alors la première chose que tu vas faire pour l'échauffement, tu vas simplement venir faire des soulevés de terre. Donc le soulevé de terre, c'est le genou qui drive, c'est pas les épaules et le tronc. Donc tu vas venir juste prendre la charge, la remettre par terre, ok, en faisant ça. Et après, tu enchaînes en le faisant avec un seul bras. C'est-à-dire, tu montes la charge, un bras, tu changes, tu redescends. Tu fais ça une dizaine de fois. Ton dos est super bien placé, on est que sur de l'extension de hanche, c'est parfait. Donc c'est bien aussi de garder le regard devant parce que ça aide à placer le dos. Nickel. Maintenant, pour s'approcher de la course à pied, on va supprimer un appui. Parce que la musculation stable à 2 jambes, c'est très bien pour aller chercher des hauts niveaux de force, etc. Mais quand tu supprimes un appui, tu génères tout ce qu'on a discuté depuis le début. Donc tu vas simplement venir faire des soulevés de terre, comme ça, sans poser la masse par terre, toujours avec ton dos droit et fixé sur un pied, soit avec la main gauche, soit avec la main droite. Vas-y. Donc tu vas tranquillement. Si tu as besoin de l'autre jambe ou si tu as besoin de poser par terre, tu le fais. Ça crée des équilibres. Du coup, c'est la main, on est d'accord, c'est la main opposée. Ouais, tu peux faire les deux. La main opposée pour être stable, la main du même côté pour être instable, voilà. Alors, super. Donc, faut que tu aies un peu de flexion du genou quand même. Voilà. Parfait. T'essayes sur l'autre jambe. Ok. Excellent. Est-ce que à la fin du mouvement, il faut que je finisse avec une bonne contraction de la fesse? Alors l'idéal, c'est la discussion où il faut, quand on n'a pas des charges très lourdes, avoir de la puissance. L'idéal, c'est ça. C'est d'avoir des mouvements où, quand tu peux mettre du dynamisme et de la vitesse, il faut le faire. Donc, il y a une énorme différence en fait entre faire ça et faire ça. C'est la même masse. Mais dans la deuxième situation, j'ai beaucoup plus de puissance. Parce que j'ai décidé de la mobiliser vite. Donc, mettre du dynamisme. Donc, l'idée, c'est ça. Là, tu as 2 fois plus de masse. Puisque tu as 16 sur 2 jambes. Et tu passes à 16 sur une jambe. Donc, en fait, c'est 2 fois plus dur pour ta jambe gauche. Mais c'est plus que ça. Parce que non seulement tu as plus de charge, mais en plus, tu as dû gérer du déséquilibre. C'est beaucoup plus que la moitié d'un soulevé de terre classique. Maintenant, quel est le gros problème entre ça et la course à pied? Les fameuses
100 millisecondes. Le contact, Parce que quand tu fais ça, c'est des contractions continues. Donc là, mes muscles, ils sont actifs sur des longues durées. Ce mouvement-là, la fameuse bascule qui revient ici, c'est un mouvement de longue durée. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'il y ait des phases très courtes d'action. Donc pour faire ça, on va faire ce qu'on appelle en anglais du drop and catch, en français du lâcher rattraper. Donc on va se remettre à deux pieds, tranquille. Tu vas te pencher en avant et tu vas venir avec une main jeter la masse en l'air, tu vas la lâcher et tu vas la rattraper. Donc ça va faire un truc comme ça. Tu essayes de ne pas trop fléchir les genoux et tu essayes de gérer avec ton dos et ton bassin. Donc tu ne courbes pas le dos, tu restes placé et tu viens lâcher, rattraper. Attention, tu fais pas ça. Parce que ça, c'est du rattraper-rattraper. Il n'y a pas de lâcher. Donc, il n'y a pas ce que tu vas ressentir. On y va? Plie bien, mets-toi fort, mets-toi en position fort, voilà. Et tu essayes. Super. Est-ce que je monte trop? Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que la masse, elle monte grâce à ton dos, pas tellement à tes genoux. Donc, vas-y. Excellent. Super. C'est quelque chose de quasiment pliométrique. C'est-à-dire que c'est très intense dans un sens, puis très intense dans l'autre. Par contre, tu lâches pas la masse assez longtemps. Il faut vraiment qu'il y ait une phase où elle va être en l'air pour que tu viennes la rattraper avec beaucoup d'intensité. Ouais, alors t'es pas... c'est bien. J'ai fait une T'as exagéré dans l'autre sens. Parce que là, si ça tombe sur l'orteil... Tu vas jamais te le mettre sur l'orteil. C'est impossible. Vas-y. Voilà. Tu sens ce qui se passe dans les 50-100 millisecondes une fois que tu le rattrapes. Alors là, laisse pas tomber par terre. Voilà. Et là, tu mets en tension tes ischios, tes fessiers, ton tronc et sur un énorme pic d'activité dans une fenêtre très courte. Cardio aussi. Bien sûr. Si on le faisait beaucoup, est-ce qu'on pourrait faire de l'endurance de force? Oui, tu peux. Ok, mais ce serait peut-être moins intéressant. De l'endurance, ça s'appelle en fait de l'explosivité. Ça s'appelle de la force réactive. C'est pas combien tu peux produire au plus. C'est combien tu peux produire dans une fenêtre super limitée. Je reviens à tout à l'heure. Quand tu n'arrives pas à te stabiliser quand tu fais ça, c'est parce que toute ta chaîne, elle est pas assez rapide dans la mise en place de je corrige avant que ce soit la catastrophe. Et ça, on le travaille que avec des exercices comme ça. Donc ce serait pas du tout un problème de masse musculaire. Là. Pas forcément. C'est un problème de... L'exo qu'on va faire après, je l'ai fait avec des gens que c'est des monstres en soulevé de terre, en squat, etc. Ils me mettent misère, mais ils n'arrivent pas à le maîtriser parce que cette fenêtre-là, ils l'ont pas. Maintenant, le dernier exo avec le kettlebell, c'est le plus dur. Donc, commencer par celui-là, deux pieds, etc. Si tu as bien réfléchi, tu me vois venir. On va passer à un pied. Et donc, tu vas venir faire un exercice qui est tout simple. Donc là, tu te mets jamais la masse sur le pied nu, mais personne le fait. Et tu vas venir te mettre donc dans la position, la fameuse position de T. Moi, j'appelle ça la position du T, c'est-à-dire j'essaye d'avoir un T avec mon corps, d'accord? Et tu vas venir faire la même chose, ok? Changer de main en restant stable, c'est-à-dire que tu restes au moins 3-4 secondes après avoir changé de main pour me montrer ta stabilité. Wow. D'accord? Lui, il a l'air super dur. Alors, t'emballes pas. Je me disais avec lui... C'est pas que j'ai pas confiance, ouais, mais je préfère qu'on commence à 10 kilos. Alors, le donc, d'abord, tu te poses. Le pied nu te permet d'être en avant du pied nu, donc ça, c'est génial. Et tu changes de main. Et bien sûr, ne change pas trop vite. Garde ces fameuses 5-10 secondes où tu vas me prouver ta stabilité. Tu changes trop vite. Oui, parce que je me servais de ça pour me stabiliser. Eh bien, bien sûr. Maintien, 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 maintien. Tu vois le travail que tu es en train de faire ici? Ouais. Ok. Allez, j'ai que 10 kilos. Ouais, alors, fesses. Super. Donc, cet exo-là, pour moi, il est génial parce que tu es exactement dans la situation de la course à pied et le fait de te tilter vers l'avant, ça perturbe un peu tes repères de posture et ça rebascule le contrôle de ton tronc et bassin sur les muscles du tronc et bassin. Donc, c'est bien 10. Mais c'est comme ça, s'il n'y a pas lourd, il n'y a pas de stimulus. Donc, tu vas juste essayer de le faire avec ton 1/4 de poids de corps. Et encore, hein, tu as bien compris, on n'est pas à 1/4, on est à un peu moins d'1/4. Mais 1/4, pour moi, c'est le ticket d'entrée. Voilà. Alors, tu n'es pas obligé d'aller très haut pour l'instant. Fais juste un changement de main. Ouais, excellent, excellent. Tu sens le travail que tu fais là? Super. Mais donc là, l'idée, c'est commencer à une charge que vous maîtrisez. Pour moi, c'est pas intéressant de dire aux gens, tu dois faire un tiers. C'est JB Morin, Maxime Lopez qui l'ont montré. Non, tu dois faire ce que tu maîtrises. Par contre, il faut quand même que petit à petit, tu arrives à maîtriser lourd. Donc, pensez à ces kettlebells lourds. Il vaut mieux acheter un kettlebell de 20 que 2 de 10. Tu vois, dans l'idée, dans la philosophie. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose où on est vraiment très linéaire. D'accord? Maintenant, on va faire un exercice qui, pour les coureurs à pied très linéaires
n'est pas un exercice d'évaluation, plutôt un exercice d'entraînement. Par contre, pour les joueurs qui font du sport co ou les trailers, c'est un exercice qui va ajouter de la multidirection. Parce que quand tu es en trail, tu as besoin de contrôle du bassin dans des directions qui sont très diverses. Okay. Donc là, l'exo, il est super simple et il va me permettre aussi de me faire un quick check. On va faire entre guillemets un concours. On va quantifier quelque chose. Tu vas prendre la même charge et l'exo consiste à faire du tour de ton bassin. C'est basique, c'est enfantin, tout le monde comprend. Sur un pied, alors je t'explique le truc. Tu vas avoir comme objectif de faire 10 tours dans un sens, puis 10 tours dans l'autre, sans sautiller sur place, sans perdre l'équilibre et sans lâcher la masse. Ça va? Ouais. Donc, toi, tu vas compter tes tours et moi, je vais compter le nombre de fois où tu touches le sol avec l'autre pied. Donc, si jamais tu vois que tu échoues, ne te fais pas un genou, ne t'envoie pas dans le mur. Drop la barre, appuie-toi, ça comptera 1. Donc, que tu fasses ça ou ça, ça comptera 1 quand même. Tu piges? Ouais. On y va? Donc, sur un pied, tu regardes bien droit devant toi. Toi, tu comptes tes tours. Bien joué. Bien joué. Ah, je pense que j'en suis à 10. T'es à 9 là, ouais. Donc maintenant, tu changes de sens. C'est aussi de l'endurance de force, bien sûr. Ouais, là, ouais. Voilà. Drop-le, ne prends pas de risque. Tu vois l'idée? Okay. Tu vois l'idée? Allez, il est dur. Hein. Il est dur. Bien sûr, on peut commencer pareil. On peut refaire. Ici, je te donne 2 conseils. Le premier, c'est de relâcher tes bras pour le faire bras tendus. Parce que tout ce que tu fais comme ça, où tu crispes, c'est pas fait pour ça et ça va te prendre de l'énergie. Et puis le deuxième, bah, ça va être de chercher justement à avoir ce travail-là. Tu vas réessayer cette fois sur ton autre jambe, parce que la première est fatiguée, avec plus léger. Donc on adapte un peu la charge et tu essayes 10-10 et moi je compte. Parfait. Là, si je compte pas, tu fais jamais cet effort-là. Hein. S'il n'y a pas la règle, il n'y a pas la contrainte, il n'y a pas la qualité. Bien joué. Oh, le cirque. Bien joué. Là, tu as fait une contraction énorme au niveau fessier, adducteur, etc. Je crois que je suis à 10. T'es à 10, tu changes. C'est 2 sens, tu veux dire? Ouais. Celui-là, il compte, hein. Fais pas comme genre, je me pose. Ah ouais. L'exercice, c'est 10-10. Ok. Allez, encore 2, je crois. 10. Super. Donc, en résumé. Plus facile avec le 10. Bien sûr. Avec 10 kilos, ton score, c'est 2 touches sur ce pied-là. Tu vois l'idée? Donc ça, c'est super bien parce que c'est un quick check très simple. Mais l'objectif, c'est que tu fasses quand même au minimum un quart de poids de corps. Donc, pour tout le monde, soyons clairs, il vaut mieux commencer avec beaucoup moins qu'un quart. Là, tu es à 1/6 de ton poids de corps. Ouais. Mais faire 2 touches pour éventuellement aller vers plus lourd quand on maîtrise. La règle numéro 1, c'est toujours ça. C'est la maîtrise d'abord et après, on augmente la charge. Donc, ça sert à rien de faire 15 échecs avec 30% du poids de corps. Ouais. C'est stupide. Ouais. En revanche, il faut avoir comme objectif de faire 0 échec à 10, puis à 15 et après naviguer avec 16-20 kilos. Donc, ma pratique actuelle, c'est les gens qui sont capables de faire 10 tours dans un sens. Alors, pourquoi je fais 10? Parce qu'il faut que ce soit suffisamment long. Et pourquoi dans un sens puis dans l'autre? Bah, pour perturber ton organisation. Parce que si tu es malin et que tu commences à choper une allure de croisière et que tu te cales dans le truc, quand tu vas devoir changer, ça va être une catastrophe. Ouais. Donc, on fait 10-10 et on compte. Mon référentiel, c'est 0 avec un tiers de poids de corps. Okay. Voilà, l'idée, c'est de faire ça. Et sur là, chaque pied, bien sûr. J'améliore quoi? Un peu tout, le pied, ben là, tu améliores un peu tout parce que c'est ça que je trouve intéressant. C'est d'essayer de pas trop isoler les choses. Donc, tu améliores tout et n'oublie jamais un truc, c'est que tu améliores aussi tes réflexes. Parce que quand tu es linéaire, quand tu fais ça, tu sais que globalement, ton déséquilibre, il va être comme ça. C'est pas le chaos, quoi. C'est relativement maîtrisé. Mais par contre, quand tu changes de main sur le côté, par exemple là, quand je vais prendre la masse, mon corps, il sait que globalement, ça va partir vers là-bas. Mais il sait pas exactement et comment. Donc, s'il se prépare, il risque de se tromper. Et donc ça te permet, vu qu'en plus, tu vas jamais changer au même endroit, des fois, tu l'as prise là, des fois, tu l'as prise là, tu es hyper multidirectionnel. Okay. Et ça, pour moi, c'est intéressant, notamment pour les gens qui font du cross ou qui font des courses de trail, des endroits où tu es vraiment déséquilibré. Mais pour les gens qui font de la route ou de la piste, c'est un très bon travail de l'ensemble de la chaîne. Okay. Parce qu'encore une fois, si tu travailles tout le temps la chaîne dans le même axe avec les mêmes groupes musculaires, indirectement, tu crées des faiblesses ailleurs. Donc, c'est quand même important d'être global. Okay. Donc, 10-10. Et pareil, si tu es fatigué, t'en fais 3 d'habitude, tu vas faire 8 erreurs. Si t'es pas fatigué, etc. Et tu ferais plusieurs sets pour t'entraîner? Alors, quand moi je le fais à l'entraînement, par exemple ça, je le fais à l'entraînement dans mes pauses entre des séries de force max. Okay. C'est-à-dire, j'ai ma série de force max, je veux 3 minutes de pause. Sur mes 3 minutes de pause, il y en a une que je peux faire à faire ça. Okay. Et donc là, je me fais mes 10-10. Et quand j'ai fait mes 3 exercices de force max, j'ai fait 3 fois 10 de chaque côté. Ça n'impacte pas la force max derrière?
un peu parce que ça te prend un peu du drive neuromusculaire, mais l'idée c'est quoi? T'optimises en même temps. Exactement. C'est que honnêtement, quand tu fais de la course à pied, de la prépa physique, et que tu prends tes 3 vraies minutes de récup entre des séries de muscu, je te donne mon point de vue. Bah, je suis d'accord. Tu gages du temps. Alors bien sûr, ça va altérer ta série d'après. Et punaise, on peut quand même faire des trucs, tu vois, en passant. C'est les fameux grains de sable que tu mets après avoir mis les grosses pierres. Sinon, ça te fait des séances de muscu qui font 2 heures. Et c'est ça que les gens disent, ouais, mais la muscu, ça prend trop de temps. Bah oui, bien sûr, mais voilà, t'es pas un weightlifter. Dernier exo. Pareil, il est très simple, très dur. C'est l'exo de la croix. Donc là, c'est un exercice qui va te demander de bouger dans une croix. Je l'ai mis sur Instagram il y a longtemps, mais il y a plein de gens qui le font mal. Il faut respecter les règles. L'idée de la croix, c'est que tu pars d'une case, tu es sur un pied et tu vas aller dans les cases autour, revenir dans la tienne et immédiatement après, enchaîner l'autre sens. Et il y a un but à ça. Il y a 3 règles. La première, c'est que tu dois pas sortir les mains des hanches, même un tout petit peu. La deuxième, c'est que tu dois pas toucher le sol avec ton autre jambe. Échec. Et la troisième, c'est que tu dois jamais toucher les lignes. C'est-à-dire que tu dois être clairement à l'intérieur des carrés. Donc, ça, c'est une erreur. Et je veux pas savoir que ce soit 5 mm. On va pas mettre une caméra pour la VAR, hein. Mais ça, c'est une erreur. Et ça aussi, c'est une erreur. C'est-à-dire que les lignes, c'est des lignes verticales. Tu dois être tranché et on verra pour quelles raisons après. Donc, je te laisse découvrir. Tu fais le sens que tu veux parce que de toute façon, tu vas aller dans toutes les directions. 1, 2, 3. Et si je refrappe la case, c'est bon? Oui. C'est pas interdit. 4. Est-ce qu'il faut que je me stabilise à chaque fois ou je peux enchaîner? C'est pas interdit non plus. Tout ce qui n'est pas dans les 3 règles, tu peux le faire. Et après, immédiatement, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ça va compter une rep. Ok, aller-retour. Un aller-retour, c'est une rep. Le jeu, c'est 10 reps, puisqu'il y a la fatigue, patati patata. Il y a de l'endurance là-dedans. Il y a tout. Ce game-là, il y a tout dedans. Et il y a... J'ai pris une brique on essaye alors, raisin, ça aide. Tu essayes juste pour valider que tu connais bien la coordination. Je fais un entier. Ouais. Donc, 1, 2, 3, 4... 4, 3, 2, 1 rep. Donc maintenant, pour que ce soit de la qualité, on va mettre un challenge. Donc tu vas aller faire ton truc et moi je vais siffler l'arrêt du jeu quand je vois une des 3 erreurs. Et tu me fais confiance. Parce que je crois que t'allais mettre un poids ou un truc comme ça. Non, tu vas voir qu'il n'y a pas besoin. C'est ça. Donc, on y va. Je siffle quand c'est fini et tu essaies de faire ton best. 1. 2. J'ai pas fait le même sens. J'ai stoppé de sens. C'est ça. Donc, tu as arrêté à 2,5, 3. Alors, on fait maintenant après, je te parlerai des stratégies. Pourquoi on échoue à ce test? Numéro 1, on n'a pas assez de force dans le pied et la cheville. Parce que du coup, propulser, c'est très dur. Il y a des gens, ils ont du mal à se propulser comme ça. Donc, numéro 1. Numéro 2, on n'a pas assez d'endurance. Parce que si tu arrives à en faire un correctement, et que là, ça commence à brûler, chauffer, etc. Numéro 3, on est super con. Alors attends, j'arrive au pilote après. Numéro 3, tu manques de contrôle et de gainage. Parce que mine de rien, dans ce petit exo, tu envoies ton corps dans toutes les directions de l'espace. Donc il y a des gens, par exemple, qui font ça, et là, ils échouent à cause de ça. Donc, contrôle lombo-pelvien. Et on arrive au driver. Soit tu te trompes dans l'ordre, et c'est ce que tu as fait. Alors, parce que tu n'étais pas concentré, tout ce qu'on veut, mais tu t'es trompé dans l'ordre, donc tu as fait une erreur de pilotage. Tu sais très bien comme moi qu'en trail, etc., se tromper de direction, ça fait une grosse blessure, etc. Je te parle pas du sport co, hein. Tu te trompes de direction en basket, tu prends un ballon dans la tronche parce que tu as loupé le système. Et la dernière chose, c'est que tu peux aussi te tromper, ça t'est pas arrivé, mais ça arrive souvent, parce que au lieu de poser ton pied ici, tu vas venir le poser ici. Alors les gens vont me dire, oui, mais c'est 2 cm, on s'en fout. Ben non, on s'en fout pas. Parce que vu que tu as la consigne de te mettre là et pas là, il faut que ton corps dise à ton pied, mets-toi là et pas là. Et quand ton corps ne sait pas faire ça, ça veut dire que tu as un léger problème de, moi j'appelle ça le pilotage des appuis, tu as un problème de pilotage des appuis. Sinon, tu aurais respecté la consigne. Donc on est vachement à cheval sur les lignes parce que il y a plein de sports, et la course à pied c'en est un, où te tromper de 5 cm dans ta pose d'appui, ça peut être une entorse. Au basket par exemple, tu te trompes de pose d'appui, c'est une entorse. C'est une faute. Par exemple, au basket, si tu poses mal ton appui, tu peux faire faute, etc., etc. Et en course à pied, eh ben, c'est en peloton, un trottoir que tu vas rater ou pas. En trail, je t'en parle pas, c'est la pierre que tu vas rater ou pas. Donc, ça peut être très important. Donc, ça fait partie de la règle. On essaye? Alors, le dernier point pour lequel on échoue, c'est le même que tout à l'heure. C'est, j'en ai ras-le-bol, ça brûle, je m'en fous, j'arrête à 7. Alors que j'avais 10 dans les pattes. Mais tu ne me dis pas j'avais 10 dans les pattes. Parce que moi, pour moi, tu as 7 dans les pattes. Tu vois, l'idée, c'est ça. On essaye? Quand tu veux. 1, 2, 3, 4. La main, on la compte pas. J'ai pas vu. 1, 2, 3, 4.
4, 3, 2, 1. Super, 3. 4. 5. 6. Attention, Olivia. 1, 3, 4. 4, 3, 2, 7. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 8. Ah, dommage. Putain, merde. J'étais vraiment C'est bien. T'étais bien parti. Mais c'est rigolo et je sentais que l'endurance commençait à... Ah bah ça monte partout. À la fin, et du coup, je sentais que mon corps, il essayait d'être plus économique. Bien sûr. Tu t'es pas trompé de sens. Parce que tu y as fait attention. D'ailleurs, tu as fait une pause à un moment donné. Ouais. Tu te dis, putain, c'est devant ou attends. Allez, c'est devant. Quand on est dedans, donc, en fait, vraiment, on est mais encore une fois, si je fais pas attention à ça et que je dis, bah, c'est pas grave, mec, tu t'es trompé. Ben non, en fait, c'est grave. Et à la fin, ton corps, il a fait ça, alors qu'il aurait dû faire ça. Et pourquoi? Mais c'est logique, pour il y a de la toutes les fatigue, raisons qu'on a parlé après. C'est parce que tu vois. Donc, c'est cool comme exercice. C'est génial comme exercice. Ça coûte pas cher. Ouais, alors non, tu vois, sur un sol comme ça, tu prends du tape, du sparadrap, clac, boum. Mais il faut quelqu'un qui juge, parce que sinon, ou alors il faut être honnête avec soi-même. Moi, par exemple, c'est un quick check pour moi. Moi, je sais que je l'ai dans les deux jambes, parfait. Bon, j'ai l'habitude, voilà. Mais le jour où j'arrive pas à en finir un, par exemple ma muscu de mardi, je crois, ou lundi, il y en a un, je l'ai pas fini. Ça m'a saoulé. Je me suis dit, il y a un truc qui est pas en place en fait. Il n'y a pas besoin de le complexifier parce que dans ma pratique, entre les étudiants, les gens que je forme, les kinés, les athlètes avec qui je travaille, il y a à peu près, je dirais, allez, à la louche, moins de 20% des gens qui y arrivent. Ah ouais, quand même, putain. C'est quand même pas facile. Qui ont tout en place. Donc c'est discriminant. Moi j'ai envie d'y arriver maintenant, c'est le défi. D'où il n'y a pas besoin d'un gilet, etc. C'est suffisamment. Alors on va me dire si je le maîtrise. D'ailleurs les gens qui font basket, danse, judo, c'est souvent des gens qui sont très bons sur ce foot aussi ou... Ben foot, ça dépend. Il y a des gens en foot, ça part. Donc l'idée c'est que si tu maîtrises tout, eh ben tu as deux solutions. C'est soit effectivement tu vas venir le faire avec un peu de charge, mais là ça va mobiliser tes mains, donc c'est un peu, tu mets un gilet lesté par exemple. Soit tu vas monter le nombre de reps. Tu n'as que ces deux solutions-là. Mais cet exo, il est bien, il est discriminant. Parce augmenter la taille des sauts, c'est peut-être moins. C'est l'exo de la croix. Par contre, il est très sollicitant pour les muscles et les tendons, donc ne faites pas 10 séries, n'insistez pas jusqu'à... J'ai une jeune fille qui a fait un stage avec moi, une lycéenne, tu sais, en stage, et je sais pas pourquoi je leur ai montré cet exo, très compétitrice dans la tête, et je suis allé faire autre chose dans mon bureau, je les ai laissés à la salle de muscu. Et en fait, elle l'a fait pendant jusqu'à y arriver, et je l'ai recroisé quelques jours après, elle m'a dit « Ouais, j'ai super mal partout ». C'est considéré comme de la plio un peu Ouais, c'est un peu de la plio, c'est un peu de la plio. Alors, c'est un peu de la plio si tu rebondis. Donc, il y a deux stratégies à tester ou éviter. La stratégie rapide, c'est-à-dire, en gros, je vais essayer de les emmener les plus... Celle-là, tu vas finir avec le pied sur une ligne, tu vas te tromper. Et l'autre stratégie, c'est la stratégie lente, c'est-à-dire, en gros, tu vas venir faire ça, tu vas te poser. Quand tout est bien, tu fais ça, tu te poses. Quand tout est bien, c'est pas mal. Et tu vois, moi, naturellement, je ressautille un peu dessus. Ben, c'est parce que t'es pas stable. C'est-à-dire qu'en gros, si t'es stable, tu sautilles pas. Ça, c'est pas mal, mais ça va durer 4 minutes. Donc, est-ce que vous avez l'endurance? Alors, j'ai un étudiant cette année qui me l'a validé comme ça. Donc, quand il a commencé comme ça, on s'est tous dit, waouh, ça va durer 2 plombes. Moi, je me suis dit, mec, il faut que tu aies l'endurance. Il l'a validé. On a fait après sur la jambe droite, gros problème. Parce que je pense que... Même cognitivement, au bout d'un moment. Voilà. Parfait. Bon, t'as bien donné, hein. On va aller courir un peu. Bah oui, ça serait dommage. Ok, donc pour finir la séance, on va faire un exercice qui permet de stimuler le pied, la cheville, les fessiers, les ischio-jambiers et un peu le gainage aussi. C'est tout simplement de la course avec résistance. Alors c'est pas très populaire chez les athlètes d'endurance, mais ça devrait parce que c'est très qualitatif. Donc tu vas courir avec une résistance, il y a 3 façons de le faire. C'est soit tu vas faire des côtes, parce que la course en côte c'est de la résistance. Le problème c'est que quand tu as une côte, tu as un seul type de résistance, tu peux pas jouer, à moins de jouer avec différentes côtes. La deuxième c'est les fameux chariots, lestés, donc tu charges un chariot et tu le tractes sur une piste. Et la troisième c'est ce système qui s'appelle Exergenie, qui est vendu en France, et qui est un système qui est basé sur de la friction dans une poulie. Donc, on a un câble qui fait 35 mètres, donc tu peux faire des répétitions, c'est nickel. Tu vas t'attacher à ce câble, et quand tu vas courir, la poulie va générer de la résistance. Et la résistance va induire ça. Tu vas être obligé de te pencher en avant, et tu vas être obligé dans ta poussée de suractiver tes fessiers et tes ischio-jambiers, donc tes extenseurs de la hanche, et de suractiver tes muscles du pied et de la cheville. Donc, ça, tu ne peux pas le faire sans résistance. Même quand tu fais des lignes droites, tu n'as pas ce niveau de stimulus. C'est un peu de la muscu horizontale. C'est-à-dire, c'est du renfort de ta propulsion. On va regarder la poulie. Donc là, le principe, c'est super simple.
La poulie, elle fait en tout, le système fait en tout 2 kg. Donc tu le ranges dans ton sac, tu voyages avec. Moi j'en ai un dans mon coffre. Dès que je veux me faire une séance, je sais qu'il est là. Tu prends l'avion avec. Et donc le principe de la poulie, c'est que la corde que tu vas tirer, elle passe dans la poulie et à l'intérieur de la poulie, il y a comme une vis sans fin qui va mettre de la friction. Donc là, à l'heure actuelle, la poulie, elle est sur 0, il n'y a aucune résistance. Donc ça sert à rien. Parce que tant qu'à faire, va courir sans poulie. Mais quand je vais changer un cran, puis un autre, chaque cran que je fais augmente la résistance. Donc là, par exemple, si je fais un tour complet, je suis au 8e cran, peu importe l'autocollant là n'est pas très fiable, mais quand on compte en nombre de crans, et là vous voyez que pour mobiliser la poulie, il me faut une force significative. Ça correspond à un chariot par exemple de 15-20 kg. Et tu as compris que là je pouvais faire 2 tours, ou 3 tours, ou 4 tours, ou 5 tours. Et dans mon expérience, à partir de 3 tours, il n'y a plus aucun athlète qui peut bouger le système. Le système est bloqué. Ça veut dire que un petit truc de 2 kg peut te remplacer un chariot de 500 kg. Putain, c'est fou. Il y a un rapport praticité-prix, parce que ça vaut à peu près le prix de un chariot plus 40 kg. Tu m'as dit à peu près 500 €. Ça fait, celui qui est vendu en France, il fait 500 €. Tu mettras un code en commentaire pour avoir une petite réduction. Donc là, c'est simple. Soit tu peux le mettre en croix autour du tronc, tac, tac. J'aime pas trop parce que la plupart des gens n'ont pas la force dans le tronc pour subir ça. Soit tu viens le mettre sur ton os du bassin. C'est très résistant, c'est proche du centre de masse. Donc tu vas l'enfiler soit par les pieds, soit par le haut. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Moi, je vais venir ajuster. C'est ça qui est génial, c'est que moi, je vais venir ajuster ça. Et là, maintenant, tu vas bien le mettre sur ton bassin, pas sur ton ventre. Hein. Voilà. Et puis là, tu vas marcher d'abord. Vas-y, avance. Donc, n'avance pas trop vite parce que tu vas avoir un gros rappel. Voilà. Et tu vas d'abord marcher pour comprendre la résistance qui t'est proposée. Tu vois l'idée? Tu vas marcher un peu plus vite. Et quand tu sens que tu peux courir, tu vas te mettre à courir. Bien sûr, tu marches pas sur le câble. Hein. Encore. Tu peux aller jusqu'au cône. Stop. Donc, tu viens de faire 35 mètres ou 30 mètres de résistance. Tu viens de travailler, tu l'as senti, fessier, ischio, mollet, cheville. Maintenant, tu veux faire une deuxième répétition. On va pas être stupide à ramener le câble, tu vas te décrocher et voilà. Le génie aussi de ce truc-là, c'est que quand tu as couru, tu sais, c'est le sketch du truc qui remonte. C'est pas mal ça, parce que je me disais, c'est chiant de remettre le câble à chaque fois. Et donc là-bas, tu as un autre crochet ça fait ta récup, qui est prêt à faire ta deuxième rep. Si jamais on s'entraîne les deux et que moi j'ai une autre ceinture, alors quelle que soit la ceinture, parce que en vrai ça vient avec ou pas? Ça vient avec, mais tu peux t'acheter une ceinture de muscu et te l'accrocher. Si moi j'ai une autre ceinture, quand tu finis ta rep, moi je fais la mienne et on peut tourner comme ça. Et si on est 4 athlètes, etc., etc. Tu as senti comment la résistance? Légère, élevée? C'était pas mal. Pas mal, hein? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la régler un tout petit peu plus haut pour avoir un vrai travail. Et on va faire la même chose. Quand tu sens que tu peux engager plus de vitesse, tu vas engager plus de vitesse. On est prêt? Et est-ce qu'il y a des choses auxquelles je dois penser Ce qu'il faut que tu essayes de penser, c'est d'essayer de ne pas rester trop droit. Essayer d'aller chercher vers l'avant pour potentialiser un peu cette propulsion. Et surtout, essayer de penser d'avoir des pas qui ne sont pas des pas trop fréquents. C'est-à-dire d'avoir des vraies belles poussées. Des impulsions. C'est pas du travail de course. C'est du travail de renforcement musculaire spécifique de la course. Tout à l'heure, j'ai réglé donc 8 crans. Je vais t'en mettre 2 de plus. 1, 2. Ça va être plus dur. Donc là, pareil, tu essayes de ne pas marcher sur le fil et tu essayes d'abord d'appréhender la charge avant de démarrer. Le gros risque, c'est les gens qui croient qu'ils vont partir aussi vite que quand il n'y a pas de charge. Tu marches juste pas sur la corde. Oh putain! Allez, pousse. Encore. Ouais. Oh, le ralenti! Allez. Ouais, ok. Super. Bah tu vois, je vois toutes les problèmes. Et t'oscilles. Tu sais pourquoi tu oscilles de gauche à droite? Non. Bah parce que quand tu pousses et que la masse te tire vers l'arrière, elle tourne ton corps et tu n'arrives pas à résister à ça. Parce que ça part... Exactement. Ton corps part vers un côté et tu ne peux pas maintenir ça. Donc ça c'est pareil, ça permet de travailler ce gainage. Alors juste, comment je fais pour savoir l'équivalence sur un chariot ou dans une côte? C'est-à-dire par exemple, comment je fais pour savoir ce que tu viens de faire, à quel pourcentage de côte ça équivaut? Là c'est 20% là. Et ben c'est super simple. Le point commun entre tout ça, c'est à quelle vitesse tu courais. Comme tu courais là à peu près, à mon avis là tu courais à peu près à 7 km/h. Comme tu courais à 7 km/h à fond, et ben c'est comme une côte dans laquelle tu courrais à 7 km/h
Et effectivement, c'est même plus pentu. Je pense que dans du 20%, tu cours plus vite que ça. Donc là, tu viens de te faire un 30 mètres en côte avec une côte de, à mon avis, 35-40%. Chose que tu ne trouveras pas dans la plupart des villes. Ou alors il y a des cailloux, enfin tu vois. Ou alors dans des escaliers très pentus. Mais ici à Saint-Étienne, aérobiquement, je vais mettre mon chrono. C'est normal. C'est très énergétique ce que tu viens de faire. On va aller en faire un troisième. C'est assez impressionnant. Alors ça, ces séances-là, c'est des séances de muscu qui sont très, on va dire, taxantes. Pour le système nerveux. Donc quand on les programme, il faut les doser en connaissance de cause. Voilà. Je vois tout de suite que quand on a mis plus de résistance, ma foulée elle a commencé à se dégrader, mon impact il est beaucoup moins symétrique, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, si tu manques de cette fameuse transmission, encore une fois, on revient sous charge, ça va se voir. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est un focus vraiment zoomé sur son pied et sa cheville pour qu'on voit l'intensité de la flexion, l'intensité du travail. Pas mal. Ouais, ça travaille là, ça s'entend. Tu vois, ça paraît rien et en fait c'est long, 30 mètres. Ah, c'est propre. Bon, on vient de terminer les sprints, c'était pas facile. On va voir demain si j'ai un petit peu des courbatures. En tout cas, ça me donne envie de l'acheter. Je vais l'essayer, puis je te donnerai des nouvelles. Mais en tout cas, j'ai l'impression que pour exercer une meilleure force horizontale, enfin, tu en parleras mieux que moi, et pour voir aussi les imperfections, tu parlais de magnification tout à l'heure, apparemment, c'est un bon outil pour ça. Ouais, c'est-à-dire que si tu cours sans résistance, tu vas pas mettre ton système face à un challenge assez grand pour qu'il ait, entre guillemets, des problèmes. Donc, tu vas pas avoir les problèmes. Et donc, tu vas avoir du mal à te diagnostiquer par rapport à ça. Donc là, tu vois que si tu as du mal à garder ton pied ancré par terre et être fort, si tu pars un peu à droite, un peu à gauche parce que tu as du mal à garder ta direction, et ben tu sais les problèmes. Et donc ça peut être un moyen très direct, très spécifique de le travailler. Mais, et ça c'est un message important, il faut être progressif. C'est-à-dire que c'est une surcharge. Donc il faut la prendre en compte dans ta programmation, il faut être progressif parce que c'est une surcharge mécanique, mais comme toute surcharge, c'est la surcharge qui crée l'adaptation. S'il n'y a pas de surcharge d'entraînement ou mécanique, il n'y a pas d'adaptation. Donc dans le doute, toujours en faire un peu moins qu'un peu. Exactement. Il vaut mieux regretter de ne pas avoir fait la rep de plus que de regretter d'avoir fait la rep de trop. L'idée c'est ça. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces évaluations. J'ai bien douillé, mais en même temps, ça m'a donné envie de me focus plus sur... Tu sais, souvent, je fais du gainage et tout, mais tu le fais en fait sans vraiment de réelles intentions. Tu dis, si je fais mon 1 minute de gainage, je vais être plus fort. Mais en fait, ce qu'on a compris aujourd'hui, c'est que c'est pas aussi simple. Il faut aller dans des exercices qui challenge. On peut créer aussi du challenge avec le nombre de reps. On a rendu ça un peu compétitif et je pense que ça aide. Mais il faut pas croire que juste en faisant les trucs qu'on fait tout le temps, on va continuer de progresser, quoi. C'est la définition de l'entraînement. Si tu fais tout le temps la même chose, tu ne progresses plus. Et comprendre ce qu'on fait aussi. C'est essayer au plus possible de comprendre. Bon, voilà, merci beaucoup en tout cas. Est-ce que JB, t'as une dernière info, un dernier truc? Je sais que t'as ta chaîne YouTube et son compte Insta. On va vous mettre les liens pour le coup à l'écran. Vous pourrez aller voir. Je sais pas si tu veux un dernier mot. Non, faites du sport, pratiquez, faites-le tranquillement. Vous prenez pas la tête. Mais par contre, dès que vous commencez à ne plus avoir de stimulus, dites-vous que c'est parce que il n'y a pas assez de stimulus. Et là, il faut appeler JB et il vous donnera des idées. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.